La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers. Il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Mais en fait, j'étais très en colère. On ne doit pas laisser le cinéma français tranquille. Les gens qui n'ont pas accès à la parole. On se doit de leur faire de la place. Je suis au courant de tout. Bienvenue dans le futur. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Et pourtant ça tourne. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet éminemment important, car on parle de féminisme et comment on en parle au cinéma. Avant tout, il faut rappeler que l'industrie du cinéma est très peu représentée par des femmes. Seulement 30% des longs métrages sont réalisés par des femmes en France. Chez les techniciens, c'est pas mieux, c'est en général 30% aussi. À part la production et le montage, c'est absolument catastrophique. Et donc aujourd'hui, on va voir un peu ce que peut faire le cinéma pour changer ça. Est-ce que ça a vraiment un impact ? Est-ce que ça peut changer des choses ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc pour ça, aujourd'hui, on reçoit Talia. Bonjour. Et on accueille Marine. Bonjour à toutes et à tous. Et enfin, bonjour Axel. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce que c'est un film féministe pour vous ? Pour moi, pendant longtemps, un film féministe, c'était surtout un film avec un personnage féminin fort, quoi que ça veuille dire. Et puis, au fur et à mesure, à force de découvrir des films, ce que j'aimais, c'était pouvoir découvrir des films avec des personnages féminins équivalents aux personnages masculins, qui soient en fait représentés et abordés presque de la même façon. Et en même temps, c'est le constat que j'ai pu faire, notamment quand j'étais étudiante en cinéma, c'était qu'il n'y avait pas tant d'exemples que ça. Ça a évolué un petit peu depuis ces dernières années, notamment depuis MeToo. Mais voilà, c'était ça pour moi, la définition d'un film féministe. Aujourd'hui, je dirais plutôt que c'est un film qui aborde la question d'un ou de plusieurs personnages, notamment féminins, sans forcément passer par des sujets dramatiques, plutôt des sujets qui peuvent concerner toutes les femmes, peu importe leur statut social, leur âge, leur nationalité. Pour moi, un film féministe, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs manières de faire des films féministes. Déjà, un film féministe ne peut pas être féministe s'il est réalisé par une équipe qui est essentiellement masculine et si sur le tournage, la production et tout ce qui se passe avant et après la création du film, il s'est passé des choses qui n'ont pas servi la cause des femmes et où les femmes ne se sont pas senties incluses et n'étaient pas incluses. Et après, dans le fond même du film, pour moi, ça dépend vraiment dans la manière dont les femmes sont filmées, dont les corps sont filmés, dont tout est représenté. Je pense que le moment est venu de définir deux petites notions très importantes dans ce podcast, notamment le male gaze et le female gaze, dont on a beaucoup parlé avant l'enregistrement. Donc le female gaze, c'est une notion qui a été théorisée dans les années 70 par une théoricienne britannique qui s'appelle Laura Mulvey et qui a ensuite été reprise dans la fin des années 2010 par une écrivaine théoricienne franco-britannique qui s'appelle Iris Bray dans son ouvrage qui s'appelle Le regard féminin, et donc qui théorise ce qu'elle appelle le female gaze. Donc c'est cette manière de filmer des femmes en représentant et en respectant l'expérience féminine le plus véritablement possible, disons. Donc par exemple, ça va pas être filmer les fesses d'une femme sans qu'il n'y ait de raison pour que la caméra s'attarde sur cet endroit du corps. Et il faut vraiment que chaque plan sur le corps des femmes soit motivé et ait un rôle dans le film. Voilà. Et oui, je pense que j'ai terminé. Je te laisse la parole. Pour moi, un film féministe, c'est avant tout un film qui va dénoncer le patriarcat de manière générale de la société, etc., avec plus ou moins des rôles féminins importants dans le film, que ça soit des personnages principaux féminins qui vivent plusieurs violences ou non de ce patriarcat, de figures masculines ou ce genre de choses, qui peuvent être tout autant inspirants et qui peuvent être des happy end ou non. Mais voilà, ça a pour but de dénoncer ce patriarcat, vilain patriarcat. Et moi, pour moi, je suis d'accord un peu avec tout ce que vous avez dit. Mais pour moi, un film
Enfin, pour moi, un film féministe, c'est un film qui, dans sa forme et dans sa production surtout, va être dans une démarche féministe. Donc, dans l'idée de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, quoi. Voilà. Donc, avec des femmes à la production, à la réalisation, à la technique, tout ça, partout. Parce que je trouve que c'est important aussi les conditions matérielles de production du film, voilà. Mais est-ce que le féminisme, ça se résume que à l'égalité homme-femme aussi? Ce que je voulais dire, c'est que par rapport aussi à la notion de féminisme, il y a bien sûr le fait de vouloir accéder à l'égalité entre hommes et femmes, notamment sur les salaires, en termes de comportement, notamment dans le milieu professionnel. C'est aussi tout ce qui concerne les thèmes qui concernent d'abord les femmes, c'est-à-dire tout ce qui concerne le rapport à leur corps, la maternité, pour parler un petit peu politique, le rapport à l'IVG, des choses comme ça. C'est ça aussi qui est inclus dans l'idée de vouloir faire progresser le féminisme. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, j'ai capté. Non, mais ouais, moi, dans ce que j'entends par le féminisme, c'est vraiment arrêter la domination patriarcale, quoi. Donc pour moi, c'est ça que je veux dire par avoir l'égalité, c'est une égalité matérielle d'existence, finalement. Mais ce qui va ensemble, de toute façon. Bah oui, voilà, c'est un contrôle sur le corps, sur l'esprit de soi-même, finalement, voilà. Mais en plus, elle peut être complètement subtile. On n'a pas besoin de faire un film féministe en disant voilà, c'est un film féministe, on traite de la même manière les hommes et les femmes, que ça soit des acteurs ou autres, même en termes de réal, que ça soit une réalisatrice ou un réalisateur, ça peut être complètement subtil, cette notion de féminisme. Est-ce qu'on est vraiment obligé de le dire pour que ça le soit ? Je pense pas. Merci pour vos belles discussions, ça m'a fait réfléchir. J'adore réfléchir. Et donc, ensuite, on s'était demandé comment le féminisme s'intègre dans le capitalisme et dans la production cinéma, en particulier chez les Américains et à Hollywood, avec ce qu'on appelle le pinkwashing. Est-ce que quelqu'un peut me dire un mot dessus ? Marine, peut-être. Je peux. On a évoqué les films qui sont généralement à gros budget et qui utilisent le féminisme comme arme et argument marketing pour faire venir des gens et faire grossir leur budget et leurs entrées en salle. On a pu le voir notamment avec le phénomène Barbie il y a quelques années et notamment et aussi avec Furiosa, donc tous ces blockbusters qui mettent en avant des héroïnes fortes, puissantes, qui ont des gros muscles, qui ont des grosses armures, ce qui en soi n'est pas pour nous déplaire parce que c'est cool, franchement c'est visuellement très cool, c'est sympa de voir ces héroïnes-là taper des gros méchants, quoi. Mais en même temps, est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Est-ce qu'il n'y a pas une manière plus radicale de faire ça ? Ça se discute. Et moi, je vois vraiment ces films-là comme une sorte de féminisme 101, genre le guide du féminisme. Regardez l'égalité homme-femme, des femmes fortes, oh là, ça existe, vous voyez, c'est pas horrible et tout. Et c'est vraiment pour des gens qui... soit pour montrer aux plus jeunes et les éduquer, soit pour montrer à des gens qui sont pas du tout féministes et pour leur faire ouvrir les yeux un petit peu. À voir à quel point c'est efficace, je sais pas trop, mais je me dis c'est mieux que ces films existent plutôt que ce soit d'autres films qui s'appuient sur la misogynie et des héroïnes pas très existantes à l'écran finalement. Donc voilà, moi personnellement j'avais pas mal aimé Barbie, j'avais passé un bon moment devant, j'avais beaucoup rigolé, surtout devant Ken. J'ai trouvé que c'était assez cool ce qu'elle avait fait avec le patriarcat dans ce film-là. Donc voilà. Ce que je trouvais drôle en fait avec Barbie, c'était justement ce personnage de Ken où tu te poses quand même la question à un moment donné s'il il prend pas peut-être un peu la place par rapport à Barbie, mais tu te dis c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu c'est rigolo parce que du coup on va parler de façon un peu légère justement du féminisme et en même temps le personnage de Ken est limite celui qui est à un moment donné devient peut-être plus central et donc tu te poses un petit peu la question de la position de l'équipe. Moi par rapport à ces personnages féminins, ce que je trouve vraiment j'ai envie de dire assez badass, c'est que forcément quand on découvre des films comme Kill Bill avec Béatrice Kiddo, tu parlais de Furiosa, Mad Max Fury Road, il y a quand même un côté où en tant que jeune fille, jeune femme, tu te dis waouh, c'est quand même incroyable quoi de se dire on a un peu nos héroïnes de guerre quoi quelque part. Et en même temps, pour reprendre l'exemple de Mad Max Fury Road, quand tu y réfléchis, Furiosa c'est
C'est Charlize Theron dans le film Mad Max Fury Road. Enfin, ça a été repris par Anya Taylor-Joy ensuite. Mais Charlize Theron, c'est quand même à la base une femme qui est vraiment très très belle, qui est connue d'abord pour ses rôles quand même assez sexy. Bon, ensuite, ça s'est un petit peu varié depuis Monster. Mais dans Furiosa, voilà, elle a le crâne rasé. Mais il y a d'autres femmes dans le film qui sont... je crois qu'il y a Zoé Kravitz. Enfin, il y a plusieurs autres personnages féminins. Et c'est comme si Furiosa, c'était un petit peu la leader, quoi. Il y a quand même un petit peu cette idée de la femme qui va vouloir ouvrir la porte à d'autres femmes en fait. Donc il y a un petit peu ce côté quand même plaisant de quelque part un peu de sororité, et en même temps c'est à travers un personnage qui est presque masculinisé, mais tout en gardant quand même un côté voilà, assez bagarreuse pour le coup, et où on se dit ben voilà, en même temps une femme n'est pas réduite qu'à ça, à ce côté comme ça qui fait la gueule, qui affronte les hommes, affronte voilà le patriarcat, parce que c'est aussi le cas de Mad Max Fury Road. Ce que tu viens de dire, ça me fait poser la question, est-ce que vous pensez que un bon personnage féminin, il doit être écrit comme un personnage masculin, ou il faut que ce soit différent Je pense que ça peut être intéressant de se réapproprier des codes. Je pense que ça peut parler au plus grand nombre en se réappropriant des gros codes comme ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'attend pas un peu plus de profondeur ? Je pense. Aussi, c'est une notion qu'on peut développer après dans un autre débat. Mais je pense que oui, se réapproprier des codes que tout le monde connaît de par du coup, je suis le personnage principal, j'ai le leadership, etc. Ça peut aiguiller des gens, même les personnes qui sont les moins adeptes ou même qui n'ont pas les notions de... Là, notre débat, c'est le féminisme. Mais ouais, ça peut je pense que c'est nécessaire de se réapproprier des codes. Mais après, c'est pour les détruire par la suite. Moi, je pense que c'est nécessaire de se réapproprier des codes, comme tu le dis. Et j'avais lu un livre qui parlait un peu de ce truc de... Il y a vraiment eu 2 vagues de féminisme qui se sont séparées. Il y a les féministes qui réfutent totalement tout ce qui est attrait à la féminité un peu cliché, genre... le rose, tout ce qui est les robes et tout, et qui valorise vachement plus un idéal masculin fort, etc. Et il y a totalement une autre vague féministe qui s'est forgée en réponse à ça, et qui, elle, a réapproprié ces codes dits féminins, donc qui a arboré des jupes, du maquillage presque à outrance, et qui les a vraiment utilisés comme symbole de pouvoir. Et moi, je trouve que c'est vraiment... très important de se réapproprier ces codes-là, et on le voit vachement dans beaucoup de pop stars de la pop américaine notamment, et qui se réapproprient ces codes-là en mode bad bitch et tout, pour montrer qu'elles sont hyper fortes. Et moi, ça me fait plaisir de voir que c'est des gens qui n'ont pas peur de se réapproprier des codes, et c'est toujours un truc qui a été fait pour les luttes, j'ai l'impression, comme avec le mouvement queer. Queer à la base était une insulte, et ça a été détourné pour en faire quelque chose de symbolique et de communautaire, etc. Et donc je pense que c'est quelque chose d'assez important. En exemple un peu sociétal, surtout en France, il y a eu l'insulte Tana, qu'on peut prendre, qui représente totalement ça. C'est une insulte que les hommes avaient envers les femmes qui étaient émancipées, un peu libres. Ok, on s'habille court, on se maquille beaucoup, etc. On est, eux, sexualisés énormément, et au final, les femmes, on en a fait même un symbole de force et un cri un peu de ouais, on est comme ça, mais au final on est libre et on fait ce qu'on veut parce qu'on ne dépend plus des hommes maintenant, aujourd'hui, quoi. C'était un peu l'avant Salcone en fait, avec des rappeuses comme Shai notamment, qui vraiment se réappropriaient un petit peu sa sexitude en fait, et dire en même temps je peux être sexy et féministe, c'est pas incompatible en fait finalement. Merci pour vos réponses, moi merci. Du coup, on parlait de pinkwashing juste avant, et du coup, il y a une autre facette des films un peu féministes, ça va être ces sujets un peu, on va dire, inévitables quand on évoque le sujet des droits des femmes. Ça va être tout ce qui est attrait à l'avortement, au VSS, tout ça. Et dans le cinéma, il y a au final, en même temps, pas mal de films où on voit ce genre d'événements, et finalement pas tant que ça qui en parle bien. Donc est-ce que vous avez des références, des choses pour en parler, quoi?
Moi, je pense que même la question, c'est est-ce qu'on peut faire un film féministe sans illustrer les VSS purement ? Est-ce qu'on est obligé de sexualiser des femmes, montrer la violence du patriarcat dans les films ? Est-ce que vous pensez, vous, qu'on a besoin de voir ça au cinéma aujourd'hui pour dénoncer tout ça ? Moi, je pense qu'il y a vraiment une question presque de binarité en fait entre vouloir montrer quelque chose de comme ça très soft pour justement ne pas accabler les personnages féminins notamment. Et je pense qu'à l'inverse, quand le premier exemple qui me vient, c'est par rapport au sujet de l'avortement. J'ai pas beaucoup d'exemples, mais ceux qui me viennent, c'est l'événement d'Audrey Diwan qui a été adapté de Annie Ernaux. Et encore avant, c'est le film de Christian Mungiu, donc j'espère que j'écorche pas le titre. C'est 4 mois, 3 semaines et 2 jours, qui avait eu la Palme d'Or il y a une vingtaine d'années, et qui, dans les deux cas, en fait... montre l'avortement d'une jeune femme. Dans le cas de l'événement, c'est à une époque où l'avortement n'est pas encore légalisé en France. Et en fait, dans les deux cas, c'est montré de deux façons différentes. On est vraiment dans quelque chose où c'est montré en gros plan dans le film de Audrey Diwan et vraiment de façon brute, quoi. C'est caméra à l'épaule. Et alors que chez Mungiu, on est dans quelque chose de beaucoup plus froid, un peu plus à distance. Les plans sont plus fixes. Donc, mais dans les deux cas, forcément, on en ressort bouleversé, choqué, tout ce qu'on veut, en tout cas pas indifférent. Et donc c'est aussi cette question de quand on aborde au cinéma un sujet aussi violent pour certains et en même temps non négociable pour d'autres, comment est-ce qu'on le montre ? On peut pas vraiment le montrer de manière douce quelque part. Je suis d'accord et je trouve que c'est limite nécessaire de montrer que c'est dur ces étapes-là et de surtout pas les romantiser, les esthétiser et ne pas en faire des moments avec une petite musique triste ou mélodramatique en mode « Oh, regardez, la pauvre femme, oui, voilà, sortez les violons et tout », parce que dans la réalité, il y a personne avec un violon qui va jouer à côté de toi lorsque tu es en clinique pour un avortement. Et même, il y a beaucoup de luttes qui ont été passées sous silence ou d'où on parle pas forcément, juste... le droit de vote des femmes, c'est quand même extrêmement récent et on en parle comme s'il était arrivé comme ça du jour au lendemain, alors que... il y a eu des années, des décennies de lutte derrière et il y a tellement de femmes qui se sont battues pour ça, des fois même en vain, parce que il y en a certaines qui sont décédées bien avant d'avoir le droit de voter. Donc il y a un film italien qui est sorti il y a 2 ans qui s'appelle... Il reste encore demain. Il reste encore demain, pardon. Oui, j'ai oublié la réalisatrice, mais ce film est bouleversant et il montre vraiment la lutte que les femmes ont dû mener au quotidien pour avoir le simple droit de voter et d'avoir un vote égal à celui des hommes. Et voilà. Et après aussi, sur la question des VSS, ça dépend vraiment comment ils sont montrés et s'ils sont nécessaires à l'histoire. Mais je trouve que c'est quand même assez important d'en montrer certains au cinéma parce que il y a énormément de... Je sais plus exactement ce que c'est le pourcentage des femmes qui se font agresser, mais c'est quand même faramineux. Donc voilà. Rien que pour les féminicides, il me semble que c'est tous les 3 jours, il y a une femme qui décède par les coups de son mari. Donc voilà, c'est déjà une stat qui est un peu terrifiante. Mais ouais, je suis assez d'accord. Je crois que c'est déjà une 50aine là, cette année en France depuis début 2026. Ouais. Ça dépend en fonction des agressions, mais globalement, c'est à peu près une femme sur 3 ou 4 qui est victime de VSS au moins une fois dans sa vie. Ce qui est beaucoup. Voilà. Ouais. Mais pour reprendre ce que tu disais, Marine, je trouve que c'est effectivement pertinent de montrer des VSS au cinéma et surtout en fait, tout l'impact que ça peut avoir sur toute une vie. Et je pense qu'on ne se rend pas compte et que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne sont pas concernés. En tout cas, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est quelque chose qui est important de l'illustrer. Et maintenant, on n'a plus besoin d'avoir, comme on disait auparavant avec les exemples, des femmes hyper fortes, etc., qui arrivent à braver ça. Non, on peut montrer des femmes qui en souffrent toute leur vie et pour autant dénoncer très bien la cause sans rajouter des paillettes et des flammes ou ce genre de choses. C'est une bataille constante et on n'a pas besoin de mettre plein d'artifices sur des choses qui sont aussi importantes d'en parler, tout simplement. Je voudrais parler d'un film de Agnès Varda qui s'appelle L'une chante, l'autre pas, qui parle du combat
pour avoir le droit à l'avortement. Et ça montre que même dans les années 70, il y avait déjà des femmes qui se battaient et qui faisaient des films sur ce genre de sujet. Et donc, ça montre, je trouve que c'est important ce genre de film parce que ça permet de retracer un peu l'histoire d'une lutte et voir par quel chemin ces femmes-là sont passées, aussi leur rendre hommage. Et comme quoi, moi, ça me surprend tellement pas quand je me dis que la plupart des films qui parlent et qui mettent en avant les revendications féminines sont faits par des femmes, parce que les hommes, tout simplement, ils n'ont pas à traverser ce genre d'épreuves, et donc ils les montrent pas au cinéma parce que ça leur vient pas à l'esprit, ou alors ils les montrent comme des accessoires au décor, ou en mode regardez cette femme hyper féministe, elle fait des trucs trop cool et tout, elle construit des étagères à main nue. Ah, il y a un truc qui m'est venu, on n'en a pas forcément parlé en amont, mais par rapport au VSS, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, intéressant, et en même temps, pourquoi pas discuter, c'est qu'il peut y avoir des protagonistes féminins. L'exemple qui me vient, c'est Karaba dans Kirikou. Je sais pas si vous avez vu. C'est donc film d'animation qui est magnifique, d'ailleurs, vraiment souvenir d'enfance. Et comme quoi, voilà, c'est pas dit, mais c'est bien suggéré que Karaba, la fameuse épine qu'elle a qu'elle reçoit dans le dos par des hommes, dans le cœur, je sais plus si c'est dans le cœur ou dans le dos. C'est dans le dos. Dans le dos, et où en fait c'est clairement la métaphore du viol, et en fait c'est clairement suggéré, donc comme quoi en fait cette femme en fait est devenue méchante et misandre en fait parce qu'elle a été, et donc voilà, cette figure de la femme misandre qui est déjà mise en avant par Michel Oslo. Il y a quand même un petit peu cet archétype qui peut revenir dans certains films, comme quoi une femme, si elle déteste les hommes, c'est parce qu'elle a cette raison-là. Qui peut expliquer pourquoi. Mais du coup, à part les femmes, c'est pas que finalement des violences qu'elles subissent, ou en tout cas pas des violences aussi graves que ce que peuvent être l'avortement et les VSS, tout ça, mais c'est aussi des parcours de vie assez uniques, et il y a plein de films qui essayent d'en parler, que ce soit dans le documentaire ou la fiction, et c'est souvent très intéressant. Et voilà, est-ce que ça vous intéresse de voir des vécus de femmes au cinéma, des vécus classiques, en tout cas loin des violences des violences très directes de sexuelles, mais des banalités de la vie, quoi. Oui. Oui, sans hésiter. Et c'est d'autant plus jouissif de voir à l'écran toutes ces vies qu'on ne connaît pas, qu'on ne côtoie pas directement dans notre vie quotidienne, parce que tout simplement, c'est des femmes qui ne sont pas faites pour être vues, et c'est des professions qui sont faites un peu pour rester cachées. Donc, je parle de tout ce qui est le personnel de l'hôpital, dans des films comme L'intérêt d'Adam, ou un super film qui est sorti l'année dernière, un film allemand, je crois, j'ai oublié le nom. C'était une infirmière qui était dans un hôpital et qui était un peu surmenée, et ça parlait un petit peu de son quotidien, l'hôpital qui manquait du personnel, et bref. Donc voilà, et je trouve que c'est très important de voir toutes ces femmes là-bas, parce que ça permet de comprendre leur métier et de comprendre que c'est pas facile comme métier, et qu'elles sont vraiment nécessaires, et que lorsque on les voit dans la rue et qu'elles font un peu leur vie de tous les jours, et elles ont tout ça derrière elles, et que si elles sont pas là, c'est des dizaines et des dizaines de patients qui en souffrent. Il y a un film, le documentaire sur Simone Veil, qui était sorti il y a 2-3 ans, qui n'avait pas été très bien accueilli. Comment vous l'avez accueilli, vous ? Est-ce que vous l'avez visionné ? Je sais qu'il était assez long. Un documentaire ? Moi, j'avais vu la fiction. Ouais, la fiction, mais j'ai pas vu le documentaire. Donc, c'est le film qui est sorti, ils l'ont adapté au cinéma. Je sais qu'il avait pas été très bien accueilli, notamment parce qu'il était très long, mais je l'ai trouvé, moi, très bien. Je trouvais que c'était important de revoir un petit rappel, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je sais que en fait, c'est des notions qui sont quand même assez complexes, encore. On voit notamment les camps de concentration, etc. Enfin, tout ce qu'elle a vécu qui est particulièrement horrible. Mais je trouve que c'est important de revoir des films comme ça au cinéma, et que ça soit des documentaires. C'est vrai que peut-être, moi en tout cas, j'en consomme pas assez, mais je trouve que ça participe en fait à... Il faut se rappeler ce qui s'est passé et les droits qu'on a réussi à avoir il y a peu, et aussi que la lutte continue, tout simplement.
Mais ce qui me vient là comme ça en personnage, pour dire un petit peu qui est l'antithèse des personnes victimes, c'est des personnages qui sont presque antipathiques en tant que femmes. On a quand même eu le fameux Anatomie d'une chute de Justine Triet, ou alors un autre exemple qui me vient, c'est aussi un film de procès, c'est Saint-Omer d'Alice Diop. Dans les deux cas, en fait, on est dans Saint-Omer, pour le coup, là, c'est... Alors, je crois que c'est Fabienne Cabou. C'était l'affaire Fabienne Cabou qui avait défrayé la chronique il y a une bonne dizaine d'années et que Alice Diop a adapté dans son film, donc qui est très justement, on va dire, accusé. Alors que dans le film Anatomie d'une chute, le personnage joué par Sandra Hüller, on est toujours en interrogation sur est-elle coupable, est-elle témoin, ou alors est-elle complètement innocente. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que justement ces personnages de femmes sont mises en avant pour aussi dire d'emblée on va les détester parce que elles sont pas toutes mignonnes, toutes adorables, elles parlent avec un certain phrasé, donc on peut se dire qu'ok, elles sont très intelligentes, donc en gros c'est les coupables idéales en fait. Mais ce qui est très intéressant dans les deux mises en scène, c'est que justement il y a un petit peu le fait que si ça avait été des hommes, est-ce qu'on serait vraiment dans cette espèce de accusation froide et plate, alors que justement les films nous amènent quand même à nous interroger tout du long en fait vis-à-vis d'elle et de ce qu'on découvre d'elle au fur et à mesure. Je trouve c'est ça qui est assez propre au cinéma français actuel. Ces dernières années, on a eu quand même pas mal de films qui parlaient de la place de la femme, etc., notamment Anatomie d'une chute. Il y a un rôle féminin qui est hyper intéressant, qui est très froid, et je trouve que le cinéma français, on propose beaucoup de choses qui sont très intéressantes et on s'approche, en tout cas pour moi, de ma vision des choses, là il y a des films féministes et des rôles féministes et on a envie d'en voir plus et c'est pas, comme on disait, se réapproprier des codes, justement c'est en créer des nouveaux et je trouve que là-dessus on est très très fort comparé à d'autres prods, notamment américaines, typiquement. Oui, et puis tout ce que vous parlez là des personnages un peu antipathiques ou des personnages un peu atypiques, moi ça me fait penser à tous ces archétypes de personnages féminins un peu clichés qu'on a eu pendant très longtemps dans le cinéma et des films qui essayaient d'être un peu des films avec des personnages féminins en rôle principaux, mais qui avaient quand même que des archétypes assez caricaturaux où la fille elle était soit jolie et gentille, soit moche et méchante quoi. Moi ça m'a aussi fait penser, et c'est quelque chose pour laquelle je suis quand même assez heureuse, il y a beaucoup de films étrangers qui mettent en avant des femmes de ces pays-là. Il y a beaucoup de films indiens que j'ai visionnés récemment qui sont sortis très récemment. Genre, il y a un film qui s'appelle Shadowbox qui met en scène la vie d'une femme qui fait partie de la caste inférieure, enfin dite inférieure, et qui enchaîne les petits boulots et qui cumule les petits boulots parce que son mari est accusé de meurtre et est emprisonné, et elle doit s'occuper de son fils adolescent, elle doit s'occuper de la maison, elle doit s'occuper d'un élevage de grenouilles, et donc elle doit vraiment endosser toutes ses responsabilités juste pour garder son foyer hors de l'eau. Et il y a aussi un autre film indien qui s'appelle Santosh, qui parle d'une jeune femme qui hérite du métier de son mari décédé et donc qui devient qui devient officière de police en Inde. Il y a aussi un film qui s'appelle Aisha Can't Fly Away et qui se situe, qui parle d'une jeune fille immigrée soudanaise qui arrive au Caire et qui enchaîne pareil tous les petits boulots en tant qu'assistante à domicile et qui subit malheureusement des agressions de la part de la personne chez qui elle fait son aide à domicile. Et il y a énormément de films qui sortent et qui sont produits beaucoup dans la clandestinité et qui sont faits avec très très peu de moyens et une équipe très très réduite et qui mettent en avant des portraits de femmes auxquels on n'aurait jamais pensé. Enfin, moi, je connaissais pas du tout le métier d'aide à domicile au Caire, par exemple, ou même le métier d'officier de police en Inde. Enfin, il y a beaucoup de parcours de femmes comme ça qui sont retracés partout dans le monde. Et je suis assez contente parce que ces films-là ont de plus en plus de visibilité dans les festivals et sont mis en avant relativement bien. Donc, je vous conseille de regarder. Si je puis me permettre, très drôle, aide à domicile au Caire, puisque Caire en anglais. Oui. Voilà,
C'est ma seule intervention sur ce que tu as dit. Et ça nous fait une parfaite transition pour notre prochain point. On voudrait parler d'une profession féminine, majoritairement féminine, qui est assez mise en scène dans le cinéma, donc les travailleuses du sexe, et surtout comment les représenter au cinéma. Donc Axel et Talia, comment on représente bien une travailleuse du sexe au cinéma? Comment on représente bien? C'est une bonne question parce que c'est quand même une question très très délicate, même au sein des féministes, et je pense que même entre nous trois, pour en avoir bien discuté en amont, c'est quand même extrêmement, on a nos avis assez multiples, j'ai envie de dire. Je pense que c'est beaucoup sur la question d'émancipation à travers notamment les relations sexuelles, et en même temps de pouvoir montrer à quel point il y a des limites par rapport à ça, que l'air de rien ces personnages féminins de travailleuses du sexe sont toujours en fait regardés dans l'œil des hommes, des clients, de leurs patrons, globalement de ceux qui les entourent et qui les dominent. Il y a le fameux exemple dont on avait parlé, c'est Poor Things, donc Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos, qui a beaucoup été promu comme féministe dans son marketing, dans sa conception, dans sa production, et qui est un petit peu, on va dire, une réadaptation de Candide, qui moi par exemple m'avait vraiment interrogée en fait à la sortie de la salle, parce que justement c'est quand même le personnage d'Emma Stone est au départ une créature avec un cerveau d'enfant, donc en fait il y a tout ce questionnement de un enfant finalement, qui, en tout cas sur le plan psychologique, qui découvre sa sexualité mais de façon presque orientée, insistante de la part... Forcée même. On lui impose. On lui impose complètement de la part des personnages masculins majoritairement qui l'entourent. Même si ce personnage d'Emma Stone, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Bella Oui, dans c'est le film. Bella. C'est Bella qui, à un moment donné, devient travailleuse du sexe. À ce moment-là, c'est un petit peu une transition dans le film parce qu'elle se sépare du personnage de Mark Ruffalo qui jusque-là était celui qui l'a emmenée au bout du monde. Et c'est un petit peu ce côté où, ça y est, elle peut s'émanciper d'un homme en particulier, mais tout en devenant quand même objet de désir, objet de fantasme pour de prochains personnages masculins. Donc en fait, c'est vraiment le questionnement de à quel point justement elle s'émancipe pour de vrai en fait. Moi, je sais que ça divise ici avec vous. J'ai particulièrement aimé le film parce que justement le personnage d'Emma Stone est manipulé et façonné par tous les hommes qu'elle rencontre lors de sa vie d'enfant, parce que comme tu l'as expliqué, Talia, c'est un enfant. Enfin, en tout cas, il y a cette question de j'ai oublié de dire. Pédocriminalité. Ouais. On peut parler. Peut le dire. Moi, je le dis en tout cas. Moi, c'est ma review letterbox en tout cas. On peut le dire et ça dénonce ça. Et je trouve que c'est un film qui est important et qui aborde certes de manière assez illustrée, mais en même temps assez fictive dans un monde qui n'existe pas, etc. Qui est assez beau, mais en même temps qui dénonce quelque chose d'absolument affreux. Et j'ai trouvé que c'était nécessaire d'avoir un film comme ça, notamment qui est sorti la même année que Barbie, qui, comme on l'a dit auparavant, figure hyper avec un leadership de ouf, pinkwashing, tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était assez nécessaire. Et si on peut revenir sur la question du TDS, enfin des TDS dans le monde du cinéma, même de manière générale, c'est des personnes qui sont importantes dans n'importe quelle lutte, que ça soit queer ou même féministes, c'est des personnes qui sont un peu en première ligne et qui, grâce à elles, on a des droits, et il faut continuer de les soutenir et de les protéger parce que sans elles, on ne serait pas là et on ne pourrait pas continuer de parler au micro, je pense. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est sur Poor Things. Moi, je trouve que le film rate son message féministe et de beaucoup. Je trouve qu'il essaye. Ça se voit que le mec essaye, mais comme beaucoup de mecs, il essaye mal. Enfin, moi, je trouve que au final, l'émancipation de son personnage féminin, il est raté. Enfin, elle est ratée, son émancipation. Elle se retrouve juste à faire la boniche dans les champs à la fin, avec son père adoptif, je crois, ou son beau-frère. Enfin, bref, c'est sa famille, quoi. Et tout le long du film, elle a l'air d'apprécier les violences qu'elle subit, presque, parfois. Enfin, c'est assez étrange de voir ce personnage qui est très enfantin, déjà avec des hommes adultes qui ont genre 45 ans. Déjà, c'est bizarre.
Mais en plus, se voir faire prendre tant de violence sexiste et sexuelle et d'être là en mode oh bah oui bah écoute finalement c'est pas si pire quoi. Je pense que c'est compliqué parce que je pense que là où ça suscite autant de débats, ce film, c'est que peut-être le ton recherché n'est peut-être pas complètement mis en avant. En fait, je pense qu'il y a ce côté comme ça un peu satirique qui est voulu par Lanthimos et qui est voulu dans un peu tous ses films parce que c'est là où on reconnaît quand même sa patte. Et en même temps, comme tu dis, cette approche du féminisme, tu dis c'est tellement sérieux par rapport à ce qu'il veut aborder quand on parle justement des VSS qui sont pas vraiment présentés comme tels parce que c'est pas comme dans d'autres films où c'est vraiment justement pour moi c'est parce que c'est pas présenté comme tel que c'est un problème. Si encore le film en riait, qui disait les VSS je fais des blagues dessus, moi au moins le propos est assumé, mais pour moi j'ai l'impression que le réalisateur le voit presque pas comme des VSS quoi. Mais c'est pour ça, c'est ce que je dis, c'est que le fait que justement un sujet aussi sérieux que les VSS, le traiter de cette façon-là, c'est là où justement on peut avoir envie de se mettre à l'écart et se dire alors de se poser la question pourquoi est-ce que c'est montré comme ça en fait. Je pense que ça représente vraiment le questionnement du début. Est-ce que là c'est pas vraiment créer des nouveaux codes pour dénoncer ça? Je pense que c'est intéressant de se poser la question et moi en tout cas j'ai trouvé que évidemment le film est horrible mais que c'était une nouvelle approche et qui était assez intéressante et c'est pour ça que le film m'a plu. En tout cas en sortant j'ai pas eu le même avis que toi mais j'ai trouvé ça intéressant et d'un nouveau point de vue. Évidemment, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans le film qui peuvent être beaucoup plus explicites, mais est-ce que, justement, si c'est aussi subtil, est-ce que c'est pas plus intéressant ? Mais moi, justement, je trouve que le film est pas subtil pour un sou. Enfin, moi, je le trouve bête à souhait par moments. Après, je déteste le film. Je préfère préciser, mais moi, je trouve le film bête. Dans sa réflexion philosophique, je trouve qu'il cite juste des philosophes pour citer des philosophes. Dans son approche féministe, c'est raté. J'aime pas trop l'esthétique non plus du film, que ce soit d'un point de vue de mise en scène. Les décors sont super. Franchement, j'ai passé un bon moment. La chef déco. Les costumes, tout ça. Aussi. Bravo, tout le monde. Le jeu d'acteur, super, bien sûr. Mais d'un côté artistique, je trouve que le film n'a soit des intentions pas claires et que peut-être je comprends pas, peut-être j'ai pas compris, soit des intentions que je trouve sincèrement bêtes, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est un film qui ne réfléchit pas à son sujet. En fait, j'ai l'impression que ça fait un peu, on parlait de Barbie tout à l'heure, ça fait un peu cheminement, parce que Barbie était sortie quelques mois avant. Il y a le côté un petit peu, Barbie, c'est vraiment, on va faire des messages à 2 balles, vraiment, au cas où vous n'auriez pas compris ce que c'est que le féminisme, les femmes, etc. Là, il y a un côté peut-être qui cherche un peu plus, mais qui ne réussit pas pour autant. Moi, dans un sens, Barbie, je le trouve plus féministe que ce film-là. Pour moi, au moins, Barbie, ça essaye quelque chose dans son propos, même si c'est le féminisme pop, le féministe Instagram, tout ce que vous voulez. Non, mais voilà, c'est cette base de féminisme. Enfin, c'est le basique du basique. Des fois, les garçons, ils sont méchants, mais quand même pas tous. Mais moi, Lanthimos, j'ai pas du tout trouvé ça. Moi, j'ai rien retrouvé de féministe dans ce film. Moi, je voudrais pas parler de Poor Things. Je voudrais parler de Anora, qui parle d'une... C'est pas vraiment une travailleuse du sexe, c'est plutôt une go-go dancer, parce qu'elle est pas, elle couche pas avec des hommes, quoi. Elle est pas, non, elle est pas payée pour coucher avec des hommes. Son travail, c'est de danser pour eux et lui mettre des billets dans son string. Ah si, littéralement, elle a un sugar daddy, c'est le film. Oui. Et elle a des relations sexuelles avec payées. Mais pour moi, elle a des relations sexuelles avec lui parce qu'elle l'aime et parce qu'il lui promet un avenir. Il lui promet un avenir et elle est amoureuse de cet avenir et c'est pour ça qu'elle couche avec lui, c'est pour ça qu'elle l'embrasse et c'est pour ça que le plan de fin il est aussi dramatique parce que elle remercie entre guillemets le russe en couchant avec lui, il essaye de l'embrasser et c'est à ce moment-là où elle se rend compte qu'elle peut pas faire ça et qu'au final elle peut pas, elle a pas d'amour quoi et voilà. Ce film fait énormément débat. Personnellement, je ne l'ai pas vu, du coup, je ne peux pas donner mon avis dessus. Mais je sais que ma belle-maman, si tu passes par là, coucou Sandrine, déteste le film et elle pense que le film ne mérite absolument pas toutes les récompenses qu'il a eues, etc. Et je sais que... il fait débat ce film, quoi. Moi, ça m'intéresse, j'adore de vous voir vous batailler, ça me fait rire. Moi, je l'avais vu et j'avoue que le côté Palme d'Or, tout ça, je trouvais que c'était
pas vraiment mérité. Je pense que cette année-là, je crois que c'était 2024, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y avait d'autres films peut-être plus méritants, mais bon, c'est toujours un débat, quel film aurait dû avoir telle récompense, etc. C'est un autre sujet. Mais Anora, pour moi, c'était finalement moins féministe qu'une espèce de dénonciation de comment les jeunes, en fait, les jeunes entre eux, veulent à tout prix l'amour absolu, le mariage facile, léger, et à quel point ils se brisent les ailes, en fait, chacun, parce que Anora, littéralement, se casse la gueule avec ce mec qui vraiment est un bambin, quoi, qui a vraiment une tête de prépubère, et où tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve, à part le fait qu'elle a de l'argent, et en même temps, tu te dis, mais c'est parce que, voilà, elle est d'une certaine manière naïve, et c'est peut-être aussi, du coup, ce qui est constitutif de sa personne, quoi. Et tu te dis, en même temps, par rapport, justement, à ce statut de go-go dancer, justement, tu te dis, mais normalement, elle aurait dû être rodée, et donc c'est aussi là, je pense, où il y a eu cette intention de Sean Baker, le réalisateur, de la réhumaniser quelque part. Mais en même temps, je sais pas justement si son propos à lui était féministe. Donc je pense que c'est pour ça que ça vaut débat. Moi, j'ai beaucoup aimé le film et j'ai eu la chance de le voir à Cannes avant qu'il ait la Palme d'Or, et c'était vraiment ma palme du cœur. Genre, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce film, il m'a beaucoup touchée. Et parce que je l'ai trouvé profondément triste, et parce que c'était vraiment la promesse d'un rêve qu'on fait à une jeune femme qui est complètement perdue, qui vit la nuit grâce à son corps et qui est payée par des vieux mecs pour qui elle danse et tout. Et elle rencontre ce vieux mec, enfin ce jeune mec plutôt, et lui il connaît rien de la vie. En fait, c'est vraiment des jeunes qui sont perdus et on lui promet un énorme rêve. Et puis tout s'effondre et on se rend compte que c'était elle le dindon et la farce. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement triste, mais en même temps très respectueux de son travail à elle. Le réalisateur, il a vraiment un regard respectueux, avec une grande empathie pour ce personnage. Et l'actrice, je le disais en interview, elle a rencontré beaucoup de danseuses, beaucoup de travailleuses du sexe aussi. Et elle a appris à danser, elle a appris leur routine, etc. La manière dont elle parlait, la manière dont elle s'habillait, la manière dont elle bougeait, tout ça. Et Sean Baker a fait de même, il a passé beaucoup de temps dans ses clubs aussi. Et voilà. Gros gourmand. On se réapproprie les codes. Et ils ont vraiment fait un travail ensemble, un peu comme Yorgos Lanthimos et Emma Stone finalement, mais juste le résultat n'est pas du tout le même. Et oui, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un profond respect pour son corps et son travail, et la caméra ne la sexualise à aucun moment. Genre, c'est vraiment comme le plan du début, le long travelling là sur le côté, où on voit juste des danseuses. C'est pas un plan qui va venir suivre le corps de la femme, c'est juste un plan fixe où le corps de la femme est libre de bouger. Et c'est un réalisateur, mais je trouve qu'il a réussi à faire du female gaze, ou du moins à éviter le male gaze sur le corps de Anora. Ce que j'aime bien dans Anora, c'est que de ce côté féministe, ça vient surtout, je pense, que Sean Baker essaye pas tant de faire un film sur du féminisme, mais un film de classe, et que je pense que c'est un sujet qui lui est proche, parce qu'il y arrive en fait. Anora, c'est vraiment cette fille prolétaire qui n'a pas un rond et qui fera tout pour survivre. Et d'ailleurs, la plupart des personnages du film sont comme ça. Hein. Même les gardes du corps, tout ça, c'est pas des grands riches, c'est des esclaves en quelque sorte de ce mania du capital qui est cet enfant de bourgeois qui a tout pour lui, tout ça. Et je trouve que on retrouve de cette lutte des classes va naître une forme de féminisme, puisque ce personnage est féminin, le personnage de Anora, et donc elle a des problématiques qui lui sont féminines, et donc c'est ce truc-là qui fait que ça devient féministe en fait, voilà. Parce que même si c'est vrai que d'une certaine manière, le fait qu'elle soit du début à la fin, qu'elle ait l'impression d'exister seulement au travers du regard d'un homme en étant sexualisée, parce que jusqu'à ce plan de fin, si vous avez vu le film dans la voiture, où vraiment on dirait qu'elle ne se sort jamais réellement en fait de cette vision. Elle n'existe peut-être pas finalement pour elle-même à travers son propre regard en fait. Ouais, je suis d'accord. On a parlé d'un homme qui faisait du cinéma féministe un peu en tout cas, avec Sean Baker, mais il y a d'autres réalisateurs hommes qui écrivent des personnages féminins et des
chose qui au moins essaye d'être féministe. Des fois, c'est raté. Est-ce que vous voulez en parler ? Moi, j'opposerais personnellement toute la filmo de David Lynch qui illustre beaucoup de personnages principaux féminins. Il essaie de dénoncer tout ce qu'elles peuvent subir dans plein d'aspects différents de leur vie, surtout la violence que des hommes peuvent avoir envers elles. Et à son antithèse, nous avons Lars von Trier, qui a aussi des personnages principaux féminins et qui sont, je trouve, complètement crédules et absolument naïfs et très mal illustrés la plupart du temps. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous connaissez assez la filmo des deux pour donner votre avis dessus, mais je trouve que Lars von Trier, il essaye la plupart du temps de dénoncer des violences que les femmes peuvent subir toute leur vie, mais qui ne sont pas très bien exprimées et réalisées, je trouve, contrairement à ce que, par exemple, Blue Velvet veut dénoncer de David Lynch. Par rapport à Lars von Trier, moi je suis toujours un petit peu mitigée parce que c'est des films à la fois qui émotionnellement vraiment quand même te prennent aux tripes. On parlait de Dancer in the Dark. Le but clairement du film, c'est vraiment de te mettre à terre complètement. Et puis même quand tu connais un petit peu les anecdotes de tournage avec Björk qui a détesté littéralement tourner avec il, et je crois qu'il n'a plus jamais pratiquement plus retourné de film ensuite. Donc c'est dire à quel point ça a été sûrement une épreuve pour elle. Mais les films de Lars von Trier, ce que je trouve justement intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui met en scène des femmes au centre de l'histoire, entourées généralement de personnages masculins. Et quand il y a des personnages féminins, généralement, c'est des femmes qui détestent ce personnage central. Il y a vraiment, pour prendre un exemple, il y a Dogville, par exemple, avec Nicole Kidman. C'est vraiment, limite, son personnage est une figure christique au milieu d'hommes et de femmes dans cette ville qui est Dogville, où vraiment, les hommes, grosso modo, la voient vraiment comme quelqu'un à séduire dans le meilleur des cas, dans le pire comme une proie. Et les femmes sont soit complètement subjuguées par sa grâce au début, et puis au fur et à mesure comprennent que ça peut être une menace en fait pour leur mari, pour leur fils, comme si en fait cette femme c'était un diable en fait, clairement. Alors que cette femme représente vraiment, en tout cas au départ, une vraie forme de pureté. Et la manière dont c'est montré dans le film, il y a quand même un côté presque beaucoup dans l'émotion, un peu, je vais pas dire tire-larme, mais quelque chose vraiment où le personnage subit. Et parce qu'elle subit, il faut que nous, en tant que spectateurs, on subisse. Et donc, je pense que c'est les faire chercher chez ce cinéaste. Et en même temps, ça revient à la question un petit peu de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de forcer le trait pour qu'on ressente vraiment au détail près, à l'émotion près, ce que ressent un personnage? On est vraiment dans cette espèce, je vais pas dire de victimisation, mais un peu quand même, quoi, où le personnage vraiment subit, et où on la regarde vraiment ne jamais vraiment se débattre jusqu'à un certain point, comme si les femmes dans ces films, en fait, étaient vraiment des victimes jusqu'au point où elles décident de se rebeller et de devenir presque comme leurs agresseurs. Par rapport à Lynch, moi, je l'ai jamais revu, c'est Inland Empire, mais c'est après avoir eu une discussion avec un ami qui m'a dit il faudrait que tu le revoies parce que pour moi, c'est comme si c'était une dénonciation des producteurs comme Weinstein bien avant MeToo. Donc le film est quand même assez terrassant, c'est avec Laura Dern, et je me suis dit c'est marrant parce que Lynch, quand j'ai découvert, c'était pas forcément avec cette perspective-là que j'ai vu ces films, mais quand tu regardes, c'est toujours des personnages effectivement de femmes dans un milieu qui rappelle le cinéma, Mulholland Drive, Blue Velvet dont tu parlais. Il y a toujours le cinéma de façon sous-jacente, et justement je pense que parce que ça n'est jamais appuyé, c'est là où Lynch est vraiment fort en fait. Mais en fait, je trouve, en tout cas de beaucoup de ces films, ils dénoncent sans vraiment le rendre explicite, notamment la violence qu'est Hollywood pour les actrices. On doit être la plus belle, la plus flamboyante, avec le plus beau brushing, etc. Et au final, ça conduit à leur perte la plupart du temps, surtout dans les années 60-70, même 80. Mais là, pour revenir avec le cinéma de Lars von Trier, ces personnages féminins, en tout cas les films que j'ai vus, oui, les personnages sont... En fait, on a vraiment, en tant que spectatrice, beaucoup trop de pitié. On est vraiment
mal à l'aise. En fait, moi, j'ai ressenti vraiment beaucoup de malaise à plusieurs visionnages. Et en fait, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Je pense pas. Ça dessert pas particulièrement la cause. J'ai un avis un peu plus mitigé pour Nymphomaniac parce que, en tout cas, j'ai vu la Director's Cut qui est assez intéressante parce qu'on voit des scènes qui sont particulièrement violentes. Mais, pour le coup, est-ce que ce propos de film est important de voir la sexualité d'une femme, etc. Et les questions que Charlotte Gainsbourg peut interpréter, je trouve qu'elle l'interprète très bien. Mais est-ce que c'est pas un peu trop pompeux ? Je trouve. Par rapport à Nymphomaniac, je crois que c'était Stacy Martin qui était dans le premier, Charlotte Gainsbourg dans le deuxième, il me semble, comme le film est en 2 parties. Ce que je trouvais intéressant, c'était justement que cette femme, finalement, elle s'excuse de rien. C'est ça quand même que j'ai trouvé, pour le coup, vraiment pertinent. C'est que je me suis dit, là, pour le coup, c'est pas une femme qu'on va ridiculiser ou qui va s'excuser justement d'avoir une sexualité complètement débridée. Au contraire, elle prend quoi. Elle prend ce qui vient, elle assume tout. Elle est pas... il y a vraiment cette remise en question dans la deuxième partie où elle dit beaucoup « je suis une personne horrible », etc. Mais c'est après coup. Quand c'est sur le moment, il y a quand même cette question de après tout, j'ai envie d'avoir cette sexualité-là, j'ai envie de tenter des choses et je vois pas pourquoi, même si c'est jamais dit de façon non plus verbale, mais on le comprend quand même dans le jeu et dans l'évolution. On revoit exactement la figure du leadership qu'on parlait au tout début, en fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Parce que je sais que ces 3 films, notamment avec Dancer in the Dark, c'est une trilogie. On n'a que des personnages naïfs où on a énormément de pitié. Et là, il arrive avec Nymphomaniac, avec une figure hyper impressionnante, une femme qui assume sa sexualité, etc. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Est-ce que c'est pas un peu trop pompeux par rapport à ça ? Moi, personnellement, je me pose la question. Après, je trouve que Nymphomaniac, je le mets un peu de côté parce que c'est un film qui est très important. Et il est très long, et c'est deux films très très longs, mais qui sont très intéressants. Et il y a une vision qui n'a rien à voir avec n'importe quel film que j'ai pu voir qui traitait ce sujet-là. Mais sur ces réalisateurs masculins qui arrivent bien à écrire des femmes, il y a Ridley Scott aussi, qui a fait Alien et Thelma et Louise. Et pour moi, Thelma et Louise, c'est un des premiers films, je pense, que j'ai vu où les personnages principaux étaient 2 femmes, en fait. Et 2 femmes bien, en fait. Genre, c'était pas... je vous le dis, premier film, pas de romance, parce qu'évidemment, dans les romances, voilà. Mais un des premiers films que j'ai vu, je devais avoir 14 ans, quand j'ai vu Thelma et Louise pour la première fois, et c'était une claque, quoi. Par rapport à Ridley Scott, ce qui est bien sûr intéressant, c'est Alien et donc Ripley, qui est quand même un des premiers personnages de femmes badass dans le cinéma, notamment de science-fiction. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un personnage qui finalement, je pense, est pas mal compris, mais je pense dont on s'inspire beaucoup pour finalement écrire parfois des personnages justement complètement caricaturaux de femmes fortes. Parce que quand on regarde Ripley dans Alien, elle est quand même très très faillible, notamment dans le premier. C'est pas du tout la femme hyper forte physiquement, qui a envie d'affronter la créature. Au contraire, c'est même quelqu'un qui a plutôt envie de fuir et puis qui la confronte à la fin parce qu'il n'y a plus le choix, parce que c'est la dernière, c'est la survivante en fait du Nostromo et que c'est vraiment la final girl à ce moment-là. Je voulais juste rebondir sur le fait que Thelma et Louise, pareil, moi aussi c'est l'un des premiers films que j'ai vu et j'étais en mode non pas vraiment, mais c'est un film, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort, et je trouve que c'est vraiment un gros symbole de féminisme, ces 2 femmes qui en plus sont complémentaires mais sont pas non plus trop opposées. Je veux dire, elles sont opposées, ça c'est sûr, mais elles sont pas non plus, elles se rejoignent sur plein de sujets, et ça me fait un peu penser aux séries ou aux films où il y en a, on en parlait tout à l'heure, il y en a une super belle et une un peu laide qui lui sert un petit peu de sidekick, un peu faire valoir, etc. Là, pas du tout, on a une très belle amitié à la place de la rivalité, on a plutôt de la sororité, et ça les emmène vers un destin assez tragique malheureusement, mais ça leur fait faire des grandes choses quand même. Et au final, leur destin, il n'est pas tant tragique que ça, puisqu'elles arrivent... c'est un moyen de s'émanciper, évidemment. C'est pas la grande joie non plus, mais elles s'émancipent. Le film est un voyage d'émancipation. Elles quittent leur mari violent, elles
elles tuent le violeur, elles sont criminalisées parce qu'elles essayent d'être libres en fait. Et le seul moyen qu'elles ont dans ce monde-là de se libérer de la violence masculine, c'est de mourir, quoi. Voilà. C'est tragique parce que en fait elles sont poursuivies par des hommes. C'est le flic, je crois que c'est Harvey Keitel, qui est pas vraiment en passe de comprendre pourquoi justement elles ont eu besoin de fuir, oui. en fait. Et en fait, c'est tout le monde en fait qui les comprend pas. C'est le flic, c'est que ce représentant-là. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à une conclusion, savoir qu'est-ce que vous attendez un peu des films féministes dans le futur, voilà. Personnellement, moi j'attends un peu plus des films assez radicaux et qui montrent des portraits de femmes qu'on n'a pas encore vraiment vus, parce que je suis sûre qu'il y a des tas et des tas et des tas de vies qu'on n'a pas encore explorées, sans forcément chercher à faire du spectaculaire, juste chercher à faire du vrai, sans romancer, sans romantiser. Et en même temps, j'ai très envie de voir des films un peu outrancier, très camp sur être une femme, c'est quand même trop cool. Donc on va mettre tous les curseurs à fond les ballons et on va bien s'amuser. Donc voilà, c'est un peu mes espoirs que j'ai. Moi, il y a effectivement aussi une femme, c'est très cool. Être une femme, c'est très cool. Il y a aussi le fait que être une femme, c'est pas juste être un archétype. J'ai revu il y a pas longtemps Santoine Illois qui repasse au cinéma, qui a eu 40 ans et qui présente quand même le personnage de Sandrine Bonner qui avait 17 ans au moment du tournage et qui est, comme on dit, une fille de la rue et qui est vraiment, qui porte les mêmes fringues, qui a les cheveux gras, qui a les ongles noircis. Et déjà, il y a 40 ans, c'est un film d'Agnès Varda, et Agnès Varda représentait déjà ce genre de personnage qu'on voyait pas si souvent, et je pense encore aujourd'hui, en 2026, qu'on voit pas tant. Je pense qu'on revient quelque part à cette idée comme quoi une femme, jeune ou moins jeune, devrait être féminine. Et en fait, il y a quand même cette dénonciation dans le film, en partie, dans Santoine Illois, comme quoi une femme, qu'elle soit jolie, apprêtée ou pas, peut potentiellement toujours être une proie pour les hommes, une proie au sens sexuel. Et je pense que ce qui peut être important aussi, c'est de pouvoir montrer que les femmes ne sont pas réduites à, en gros, à 2 lignes, quoi, à une caractéristique précise. On est heureusement bien plus complexe que ça. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Talia. Moi, c'est ce que j'attends en 2026 et même les années à venir, des personnages beaucoup plus complexes et pas qu'avec un seul trait de caractère ou quelque chose de beaucoup plus intéressant et plus profond. Mais je veux aussi des trucs hyper camp, comme tu dis. Je veux voir du spectaculaire, mais en même temps avec de la profondeur, quelque chose d'authentique mine de rien, étant une femme de 22 ans, j'ai envie d'avoir des modèles qui m'inspirent, mais pas qui me font trop rêver au point de me dire que je peux pas réaliser la même chose qu'elle ou ce genre de choses. J'ai vraiment envie de voir au cinéma, de m'évader, mais tout autant garder les pieds sur terre, en fait, tout simplement. Et typiquement, pourquoi pas parler de choses qui sont beaucoup plus subtiles, notamment l'endométriose au cinéma. On n'en a jamais vu, voire ou très peu. Des choses comme ça que les femmes... on peut en vivre au quotidien et pourtant qu'on n'en parle pas et même qui ne sont pas encore spécialement développés, que ça soit dans la santé ou autre, mais aussi tous ces métiers invisibles, ces femmes qu'on ne voit pas au quotidien et pourtant qui font tourner le monde, tout simplement. Mais on veut voir aussi le monde queer d'une vision d'une femme potentiellement cis ou même une femme queer. On a envie de voir des choses au cinéma qui changent, surtout que le cinéma français, je l'ai dit auparavant, mais on commence à aller vers une pente qui est très florissante et je pense qu'on a le pouvoir et même la culture de faire des films tellement intéressants et surtout que ça soit mêler la santé avec la sexualité ou ce genre de choses, ça peut être tellement enrichissant pour le cinéma actuel. Voilà pour mon avis. Super. Hein. Mais moi, pour ça, dans le futur, j'aimerais bien voir un peu des films sur les femmes du passé, car j'adore les jeux de mots déjà. Et surtout, parce que j'ai un peu le rêve d'avoir une série France Télé trop bien faite sur la Commune de Paris,
avec Louise Michel en héroïne principale. Ça, j'avoue que c'est mon rêve, mais ça n'arrivera jamais sous la France de Macron. Mais voilà, c'est mon rêve. Moi, je veux Louise Michel en héroïne qui va sauver tout le monde. Voilà. Par rapport à... Tu parlais de femmes queer, il y a un film qui a été un peu déterré, qui a un petit peu oublié, c'est un film des années 90, J'espère que je vais... Watermelon Woman, voilà, c'est ça le titre. The Watermelon Woman, c'est Cheryl Dunne, je crois, Dunne, qui est réalisatrice, scénariste, actrice, donc femme noire lesbienne dans les années 90 et qui fait justement un film sur une actrice noire du muet pour dire à quel point c'est pas, les femmes noires sont pas assez représentées dans le cinéma. Et c'est très très bien, c'est un film qui dure à peine 1h20, 1h30, qui est facilement trouvable, vraiment très très beau film. Ok, je note. Et c'est une parfaite transition. Est-ce que vous avez des petites recommandations culturelles à nous faire ? C'est pas forcément du cinéma, on en a parlé pendant plus d'une heure. Donc comme vous voulez, est-ce que vous avez des petits trucs à recommander ? Oui, récemment je suis allée à Toulouse, déjà super ville, aller à Toulouse, et pour aller voir une chanteuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Aaron, qui vient de Bretagne, et qui est franchement trop trop chouette. Elle fait un peu... pop, rap, tout ça, c'est des prods un peu fait maison, mais on sent qu'il y a beaucoup d'amour dedans et qu'elle s'éclate. Elle est super forte sur scène, elle est très petite, elle est super mimi, elle chante trop bien. Donc je vous conseille d'écouter son dernier album qui s'appelle Drama. Moi dedans j'aime beaucoup Garçon américain, Sorry et Brouillard, si ça vous intéresse. Et tous ses anciens projets sont vraiment vraiment chouettes aussi. C'est très breton. Voilà. Pour rester dans la musique, moi, mon début d'année en musique est exceptionnel. J'écoute que des albums incroyables, que ce soit là récemment Raillé avec son nouvel album, ou là, moi, ce que je vais conseiller, c'est Underscore. Je ne sais pas si vous avez écouté son nouvel album You. Je n'écoute son son The Peace en boucle là depuis 3-4 jours. Ça n'arrive pas à me sortir de la tête. Et donc je conseille fortement cet album et tout Underscore en fait, c'est de l'hyper pop, c'est exceptionnel. Pareil en live elle est super, voilà, donc allez écouter Underscore. Pour ma part, c'est pas spécialement une reco précise, mais j'encouragerais nos auditorices à aller au cinéma, et surtout les petits ciné indépendants qui vivent grâce à nous. Et surtout, nous, on a la chance d'être à Paris et d'en avoir quelques salles hyper intéressantes, que ce soit la Christine, le Luxor ou même la Filmothèque. Et allez soutenir ces petits cinémas et aller soutenir le cinéma de manière générale, c'est important, et en plus l'expérience est trop chouette, donc aller seul ou même accompagné, c'est trop chouette, voilà. Et en parlant des salles de cinéma, en ce moment c'est la grève des employés de l'UGC, donc si vous avez des sous à donner, n'hésitez pas à donner aux caisses de grève de l'UGC, voilà, ils sont super. Moi, là, du coup, ce qui me vient, c'est, on en a parlé, mais c'est Antoine Hillois, qui a encore quelques séances au cinéma, donc ne le ratez pas. Et comme ça, en plus, transition par rapport à ce que disait Axel, ça permet d'aller en plus au cinéma. Non, je voulais dire aussi, parce que pour qu'on l'aborde aussi, ce qui serait bien qu'on puisse voir de plus en plus, même si ça commence un petit peu à se voir dans les films et dans les séries, c'est plus de sororité et moins de rivalité entre les femmes. S'il vous plaît, c'est nécessaire. Merci à toutes pour cet super épisode. Vous avez été super. Merci à tous. Et puis, auditeurs, auditrices, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne route, partenaire. Vous partez quand ? On fout nos histoires. J'ai envie de fermer et d'aller me coucher. Alors, tu vois, je suis fatigué, là. Vous avez fait du bon boulot ce soir. En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Au revoir, monsieur Simon.